Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur 20 minutes TV et vous êtes dans le débrief. Le débrief, c'est quoi? Ce sont 20 minutes de focus sur l'une des actualités de notre région. En l'occurrence, on a choisi de s'intéresser à la proximité très proche. Et oui, on va parler de la plus vieille confiserie de Paris. Elle est menacée aujourd'hui de fermer ses portes. C'est tout de suite le débrief. Le Furet Tenrade est la plus vieille confiserie de la capitale, mais elle risque de fermer ses portes. L'enseigne qui espère fêter ses 300 ans se voit depuis le 24 avril menacée d'expulsion. Oui, une procédure qui a été lancée à Alain Furet qui est à nos côtés. Merci d'être avec nous ce soir pour en parler. Merci d'être là. Oui, merci. Alors, 300 ans d'expérience, le Furet Tenrade, c'est avant tout une histoire de famille? Non, ce n'est pas une histoire de famille, hein. C'est une longue histoire d'embûches. Hein. Vous voulez savoir comment j'ai pu acquérir, mettons, la marque Tenrade. Hein. La maison Tenrade avait 260 ans. Monsieur Tenrade n'ayant pas d'héritier, il s'est retourné vers moi. Finalement, parce que tout le monde voulait prendre la marque pour en mettre partout. Ils étaient rue Vignon, pas loin de chez Fauchon. Et finalement, tout le monde voulait acheter la marque pour finalement l'exploiter, mais n'en mettre pas. M. Tenrade ne voulait pas. Et il a vendu à M. Olivier Desforges, d'un moment de luxe, l'emplacement. Je l'ai rencontré. Et finalement, il est venu me voir et je lui ai dit, je n'ai pas d'argent pour la reprendre. Et lui, il m'a dit, écoutez, voilà, ma maison, elle a 260 ans, dont Balzac, Madame de Gaulle, tous ces hommes politiques, ces grands hommes venaient. Et il n'avait pas de repreneur. Alors il me tape sur l'épaule et il me dit, petit. Et il me dit, écoutez, ma femme va vous faire un chèque et vous allez pouvoir la rembourser sur 3 ans. J'ai mis 4 ans et il m'a appris à faire les confitures. Et on était voir l'homme d'affaires, on a mis les papiers, et l'homme d'affaires, il m'a dit, Monsieur Furet, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. On va mettre la marque au nom de Monsieur Alain Furet, finalement, à l'INPI. On s'est développé, et la première embûche qu'on a eue, c'était, du moins on a eu plusieurs, mais en 2011, il y a eu un incendie. Cet incendie, finalement, c'est un type qui s'est endormi avec une friteuse. C'était au 5e étage. Il y a 150 pompiers qui ont rangé toute la nuit. Et finalement, l'assureur me dit, Monsieur Furet, il n'y a pas de souci, vous êtes assuré 750 000 € de perte d'exploitation. On tirera un trait après Pâques, parce que c'était 3 semaines après Pâques. Il manquait 2300 et quelques brouettes, finalement. Et finalement, tout là, ça allait bien. Simplement, ils ont mis l'immeuble en péril. Après, j'avais une aide de M. Delanoë pour essayer de me reloger ailleurs, ce qui s'ensuit. Et finalement, ça ne s'est pas fait de suite. Et alors, ça, c'est comment vous êtes arrivé chez la maison Furet, mais comment cette maison de 300 ans s'est créée initialement? Avant, il était apothicaire, il était à l'office, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le sucre ni rien, et il faisait des sirops du temps du roi, finalement, parce qu'il prenait un méton du coin pour bien digérer. Les meilleurs tiges, c'était pour les yeux, vous voyez, ils étaient un peu, pas des médecins, mais je veux dire, avec les fruits et les légumes, on peut faire beaucoup de choses, finalement. Puis après, comme cette maison, elle s'est développée, il y a eu le sucre qui est arrivé, puis après, elle faisait beaucoup de sirop, mais elle est toujours restée une boutique et une fabrication, c'est tout. Elle ne s'est jamais développée, c'est devenu artisanalement, comme je fais nous à l'heure actuelle. Et oui, vous êtes un confiseur. D'ailleurs, vous, ça fait déjà 40 ans, du coup, si je comprends bien, que vous avez les clés de la maison Furet. Pourquoi est-ce que vous êtes si attaché, au-delà de cette histoire, pourquoi est-ce que vous y êtes si fortement attaché? Je suis attaché pour la bonne raison, c'est qu'on a des vraies valeurs. Les vraies valeurs, c'est qu'on fait confire les orangettes, on fait notre praliné, on fait encore tout de A à Z. Il n'y a pas beaucoup de maisons qui le font. Finalement, on prend un exemple, si vous prenez une orangette, ils sont tous pareils, souvent c'est acheté c'est des usines finalement. On devient de plus en plus un peu comme les restaurateurs finalement, des assembleurs. Exactement. Alors que nous, on n'est pas assembleurs, nous. Vous êtes situé donc rue Chabrol dans le 10e arrondissement. Ouais. Et aujourd'hui, votre boutique est menacée. Vous y avez d'ailleurs même plus accès là actuellement. Pourquoi est-ce que vous êtes menacé d'une procédure d'expulsion? Alors, c'est une assez longue histoire. C'est qu'il y a eu le Covid.
hein. Pendant le Covid, normalement, on devait être fermé. On devait être fermé, on a été fermé. On a été fermé, comme tout le monde, mais on travaille avec La Ruche qui dit oui. Et La Ruche qui dit oui, pendant le Covid, il n'y avait que ça d'ouvert pratiquement. On a travaillé, le personnel était en repos, mon fils et moi, puis une autre personne, on faisait des commandes, et voilà. Et après, moi je pensais qu'après le Covid, que ça allait repartir finalement. Les affaires ne sont pas reparties de suite, mais par contre, on n'a pas eu droit à rien du tout pratiquement, pour la bonne raison que c'était une création de l'entreprise, c'était une création qui a 5 ans finalement. Qui a 5 ans, on n'avait pas des chiffres d'affaires pour pouvoir avoir les loyers, avoir une réduction de loyer. Et finalement, bon, on m'a dit, monsieur, pour avoir droit, il faut aller en procès. Finalement, moi, j'ai laissé faire. J'ai dit, bah, on va aller jusqu'au bout. Et puis, au bout, j'ai dit, je voulais faire valoir qu'on avait perdu plus de 40%, parce que le souci, il fallait perdre 50%. Alors, on a ouvert, mais finalement, les chiffres étaient les mêmes que l'autre année, avec La Ruche qui dit oui. Simplement, le chiffre, c'est que c'est une plateforme, il y a 20% pour La Ruche, 14,5% pour la livraison, plus le TVA, c'est 40%. Qui veut dire, dans la boutique, j'ai 100 € pour moi, et quand je vends sur les plateformes comme ça, c'est que 60 €. Et finalement, après, on a eu droit à rien, Et après, bon, comment on appelle ça, il a fallu... J'avais pris un engagement pour payer, et malheureusement, je ne l'ai pas tenu. Parce que les difficultés financières, les difficultés n'étaient pas tenues, et j'ai fait le maximum. Le loyer en général était payé l'ancien, mais c'était l'arriéré qui est pratiquement toujours là, le loyer. Alors aujourd'hui, vous en êtes où? Est-ce que la maison Furet risque de disparaître ou pas? Alors oui, allez, je vais être un peu normand, oui et non. Pour la bonne raison, il y a cette fameuse marque qui est là. Cette fameuse marque est là. Alors, cette fameuse marque, parce que maintenant, je voulais faire les 300 ans. Mon but, c'est de faire les 300 ans. Et après ça, je voulais voir qu'est-ce qui pouvait être fait après. Vous savez, Paris est grand, mais après l'incendie, il y a un type qui m'avait appelé, qui m'avait dit, monsieur Furet, il paraît que vous cherchiez de l'argent, parce que... Et puis j'ai dit, ben... Il m'a dit, écoutez, vous voulez un fonds de pension américain, 1 million, 2 millions, il m'a donné, voilà. Il me dit, voilà. Et après, vous installez surtout pas dans le 10e, parce que le 10e, il fallait mieux aller s'installer dans les beaux quartiers. Au lieu de vendre du chocolat à moins de 100 € à cette époque, il fallait le vendre à 140 €. Et il me dit, voilà, il faut que ça nous rapporte 20 à 25%. Mais je lui dis, mais monsieur, on met 1 ou 2 millions sur la table, même 3, ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout pour la fabrication. Et là, on m'a dit, monsieur, c'est là que vous perdez de l'argent. Il faut arrêter, il ne faut plus faire de fabrication. Il faut faire que du marketing. C'est l'heure de marketing. Maintenant, il ne faut plus fabriquer. C'est pas sur qui travaille. Voilà. Par contre, je peux dire aux téléspectateurs, le vrai luxe à l'heure actuelle, c'est les artisans. C'est le vrai de vrai. Parce qu'ils ont une âme et tout ce qui s'ensuit. C'est pas le faux luxe qui est fabriqué en Chine avec une belle marque. Ça, pour moi, ce n'est pas du vrai luxe. Le vrai luxe, c'est... Alors par contre, le vrai luxe, finalement, c'est peu. C'est pas des grandes quantités. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus cher. Alors c'est vrai que le pouvoir d'achat, c'est un tout pour tout le monde. Hein. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que l'heure est au marketing et au digital et à toute cette belle enveloppe, finalement, plus que l'artisanat par moment? Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que... j'ai pris une jeune fille là, depuis le mois de décembre, pour le marketing. Avant, on n'était ni sur TikTok, ni Instagram. C'est pas ma tasse de thé. À l'âge que j'ai, c'est pas ma tasse de thé. Simplement, c'est ça. Bon, finalement, moi, ce que je vois, c'est dans l'assiette. Parce que les gens, quand ils viennent chez moi, quand ils ont mangé une orangette, ils ont mangé du praliné, le cerveau enregistre finalement les goûts. Là, c'est comme ma grand-mère. Vous voyez, là, à l'heure actuelle, il y a la saison des fruits. La saison des fruits, les abricots, c'est maintenant. Si je fais pas de fruits, là, pas de fruits, eh ben, il n'y aura pas de confiture d'abricots. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de votre concurrence qui aujourd'hui garde ses portes ouvertes, les grandes maisons, alors qu'ils ne sont pas forcément que confiseurs, mais on voit des très belles et grandes maisons à Paris qui sont très reconnues. Comment est-ce que vous les voyez? Alors je les vois, alors c'est un petit peu aussi, je ne voudrais pas acheter un pavé dans la mare, je veux dire, parce qu'il y en a que je connais beaucoup et qui me connaissent, on me prend un peu pour un fou, quelque part je suis un peu fou, quelque part, ils me prennent pour un peu fou. Simplement, à l'heure actuelle, c'est les stars finalement. Ils ne sont pas derrière leur fourneau ni rien, c'est impossible. Et c'est l'argent, parce que le monde, c'est le monde de l'argent, parce qu'il faut que ça rapporte. Il y a des financiers qui est derrière, il y a le marketing, il y a ci, il y a cela, et puis après, il y a l'homme de métier, et qui, après qu'on le sort, pour passer à la télé, comme je viens de faire aujourd'hui, parce que moi, personne ne me connaît, je veux dire, pratiquement personne ne me connaît, parce que c'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis toujours derrière mon fourneau pour travailler de ce qui s'ensuit. Bon, c'est ça. Bon. Alors peut-être que j'ai fait fausse route. Hein. De toute façon, par la force des choses, je serais bien obligé de faire
autre chose ou voir autrement. Maintenant, après, je vais voir par la suite comment ça va se développer, quoi. Effectivement, et comment surtout vous allez trouver une issue à cette procédure d'expulsion. C'est l'argent, c'est que l'argent. On vous demande combien aujourd'hui? D'abord, on m'a pas reçu. On m'a pas reçu. La mère, elle est en face de chez moi, la mère du 10e, elle est juste en face de chez moi. Personne ne m'a voulu me ça. Je voulais faire une table ronde avec le logis, ça s'appelle le logis finalement, une table ronde. Au bout d'un mois, je suis allé à la mairie. On devait faire une table ronde et personne ne veut me recevoir ni rien. Alors qui veut dire, on va revenir comme il y a eu l'incendie. Si demain je dépose le bilan, on perd tout. Sauf, je vais repartir avec mon savoir-faire et ma marque. Mais aujourd'hui, ce que vous avez pu faire, c'est que vous avez ouvert une cagnotte. Oui, alors j'ai ouvert une cagnotte, hein, parce que, par contre, comme vous disiez tout à l'heure, la mode, elle est là. Moi, je ne voudrais pas faire la poste des gens. Hein. Bon, maintenant, il faut de l'argent. Il faut faire une cagnotte, et que la cagnotte s'instruise, et qu'après, que je puisse rouvrir. Finalement, ça me coûte plus cher de déménager la boutique que de rouvrir une boutique. Des boutiques, il y en a partout, des boutiques à louer. Hein, mais il faut tout remettre en place. Moi, c'est de pouvoir ouvrir. Hein. Là, vous vous rendez compte, on m'a fermé 4 jours avant le 1er mai. J'ai 350 pots de muguet dans la boutique. J'ai les tablettes de chocolat. J'ai tout, finalement. On a perdu le 1er mai, on a perdu la Pentecôte et on perd la fête des mères. Qui veut dire, les 35 000 qu'on a perdus, là, au lieu de nous aider, ça nous enfonce encore plus. Absolument. Et en plus de ça, le personnel n'est pas payé. Heureusement qu'on n'est pas nombreux, que c'est une bonne équipe. Hein. Combien de personnes aujourd'hui travaillent? On est 3, plus une petite jeune, on est 4 en tout. Et donc, il y a votre fils? Il y a mon fils, et après, il y a, comment on appelle ça, 2 autres personnes, du moins. Et comment vous vivez aujourd'hui? Alors, je travaille encore avec La Ruche qui dit oui. Simplement, voilà, comment on appelle ça, il faut que je fasse au fur et à mesure. Et là, cet après-midi, j'ai pu récupérer une partie des stocks pour développer à La Ruche. La Ruche était une bonne organisation et ils vont me donner un coup de main pour. Par contre, c'est pas la même rentabilité. Comment est-ce que vous vous fournissez aujourd'hui? Alors, pour fournir par rapport à quoi? Pour pouvoir continuer à travailler avec La Ruche. Eh bien, j'ai encore du stock. Simplement, j'ai épuisé tout. Par contre, je suis à jour avec mes fournisseurs. Parce que ça, c'est important. C'est très important. Et ça fait 37 ans qu'ils travaillent avec moi. Il y en a juste un que je n'ai pas payé. Tout le monde est à jour. Parce que je me préserve aussi, parce que si demain il y a un dépôt de bilan, finalement, ils ne seront pas payés. Alors, ce n'est pas le but. Le but, il est que, voilà. Et c'est les mêmes. Hein. Je n'ai pas 36. Hein. Et après, quand on achète les fruits, on va au même endroit. Hein. J'achète des cerises à Montmorency, à Saint-Prix. Ça fait 100 ans qu'on y va. Il y a des endroits, ils me connaissent depuis tout le temps. Alors, si vous aviez un message à adresser à la maire du 10e arrondissement, qu'est-ce que vous lui diriez? Eh bien, que la moindre des choses, c'est que sans dialogue, on ne fait rien. Même si j'ai tort, mais un échange d'idées, c'est pas grand-chose. Maintenant, après, il faut lui dire, c'est pour ces électeurs, parce que ces électeurs, c'est ce qu'ils m'ont dit. Quand on a fait la lettre ouverte, c'est comme ça, c'est les électeurs qui m'ont dit, il faut faire la lettre ouverte, ce qui s'ensuit, il faut l'interpeller, ce qui s'ensuit. Nous, on veut que vous restiez dans le 10e. Alors, moi, ce que je voudrais comprendre, et en même temps, c'est là un petit peu, et c'est pourquoi on vous invite aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même, comme vous le dites, une injustice, puisqu'on ne vous permet pas forcément d'ouvrir vos portes lors de la fête des mères, la fête des pères. Là, va arriver la période des Jeux Olympiques. Voilà. Si vous n'ouvrez pas vos portes, vous qui êtes une grande maison française, hein, le Furet Tenrade, on rappelle que c'est une boutique qui se situe dans le 10e arrondissement, rue Chabrol, pardon. C'est une maison qui est vraiment française, qui est artisanale. Voilà. Les touristes veulent goûter l'artisanal, veulent toucher à la création française, à la production française. Est-ce que vous allez vous battre pour pouvoir ouvrir vos portes, au moins pour les Jeux Olympiques, pour montrer cette maison de 300 ans? Là, il manque simplement se réunir, dire on bloque, le comptable il était prêt à venir, on bloque tout. On remet la dette et on continue à payer et à travailler. Là, cet argent qui devait avoir sur les 30 à 40 000 euros, il y a une partie déjà qui aurait pu partir chez eux. Finalement, là, on vient de prendre 2 mois de loyer, on vient d'augmenter de plus de 5 000 euros comment on appelle ça, la dette. Bon, on n'est plus dedans. Par contre, ils m'ont quand même bien envoyé les quittances à payer. Mais bon, c'est pas logique. Vous voyez, c'est de l'incompréhension, En plus, la mairie de Paris a directement fait de la publicité pour les artisans qui s'installent et tout. Bon, voilà, entre faire de la publicité et ce qui s'ensuit, moi ça me dépasse. Et vous avez frappé aux portes de la maire du 10e? En face, elle habite.
Elle habite en face de chez moi. Elle n'a jamais voulu vous recevoir. Elle ne m'a pas reçu elle m'a même pas reçu à la mairie. Un mois après, parce que les gens, ils lui ont envoyé des mails et tout ça. Et il y a eu la fameuse lettre ouverte. C'est ça qui a fait bouger. Moi, je ne voulais pas laver mon linge sale. Moi, j'aime pas ça, finalement. Normalement, c'était une histoire qui aurait pu être réglée rapidement. Simplement, ben voilà, finalement, c'est l'effet contraire. C'est l'effet contraire que ça fait. Voilà. C'est bon, quelque part, c'est grâce à mes clients, parce que autrement, peut-être que j'aurais abandonné. Je veux dire, parce que j'arrive à 67 ans, je me dis, il faudrait peut-être que je pense à prendre la retraite et tout. J'ai travaillé toute ma vie. Qu'est-ce qui vous retient? J'ai l'objectif des 300 ans. C'était ça l'objectif. Et après, de voir, parce que mon fils travaille avec moi, si la maison, elle serait viable et tout, on pourrait continuer. Alors, c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, le monde a complètement bougé. Mais moi, c'est les vraies valeurs que je voudrais faire voir aux gens, les vraies choses finalement. Vous savez, c'est pas un chiffre d'affaires des millions et des millions qui compte, si c'est pour vendre des choses qui sont fabriquées en Chine, ça m'intéresse pas. Mais il faut se faire connaître. Il faut se montrer, il faut se rendre visible. C'est visible, mais bon, je suis assez visible. Vous savez, j'ai fait 71 confitures politiques. 71 confitures politiques. Les dernières élections que j'ai fait, j'en ai fait 12. Les 12, prenez admettons Macron, c'était date et petit marron pour les lois qu'ils allaient passer. Après, j'ai fait admettons Mélenchon, c'était un super excité. Je les ai tous faits. J'ai été les déposer avec l'histoire de la maison. Il n'y en a que 3 qui m'ont répondu. Et parce que finalement, on est dans une société qui bouge, qui va vite. Puis voilà, je veux dire, c'est bon. Alors après, c'est comme ça, je veux dire, c'est la vie, hein. Eh bien, merci Alain Furet d'avoir été avec nous. Un autre anniversaire, c'est déjà demain, les 80 ans du D-Day, et oui, 80 ans du débarquement. À l'occasion, notre confrère Sébastien Ambert était sur les plages du débarquement, on le retrouve. Oui, on est à Colville-Montgomery aujourd'hui, sous un magnifique soleil, et il y a énormément de monde. Et puis des engins comme celui-là, sur lesquels on pourrait presque monter, qui nous replongent évidemment dans cette ambiance. Il y a 80 ans en arrière, le 6 juin 1944, ici sur la plage baptisée Sword Beach. C'est ici que les Britanniques ont débarqué, et les 177 soldats du commando Kiefer, ces 177 Français, c'était les seuls qui ont donc débarqué ici il y a 80 ans, jour pour jour pratiquement. Et puis tout à l'heure, on a pu assister, et c'était très émouvant, à un défilé de Pipers, les Pipers Band. Ce sont ces musiciens de cornemuse essentiellement, venus d'ailleurs du monde entier ou presque, jouer quelques morceaux célèbres pour les spectateurs ici. C'est toujours très émouvant d'entendre cette musique, parce qu'il célébrait aussi l'un des premiers Piper, Millen, qui a joué ici un premier morceau. C'était le 6 juin 1944. Voilà, des milliers d'hommages ont lieu depuis quelques jours ici, aujourd'hui et évidemment demain. Très grande journée de commémoration de ce 6 juin 1944, ici à Colville-Montgomery, mais aussi à Ouistreham, à Utah Beach, Omaha Beach, partout, avec, vous le savez, de grandes personnalités. Le roi Charles, le président de la République, Joe Biden qui est arrivé en France tout à l'heure, le roi du Danemark, et puis Volodymyr Zelensky qui sera également présent. C'est une commémoration exceptionnelle. Ils sont des milliers à vouloir y assister, sous le soleil normand. C'est une manière de rendre hommage à ces hommes qui se sont battus pour la liberté en Europe. Voilà, c'est déjà la fin de ce débrief. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dès demain pour un nouveau débrief. À demain.